La chambre était remplie de fleurs, des roses tendres, des blanches, des peluches encore étiquetées. Une berceuse résonnait dans le couloir. Ma fille venait de naître, un miracle après 3 ans d'attente. J'étais trop meurtrie, trop abasourdie, trop comblée d'amour pour faire autre chose que de contempler son petit visage. J'ignorais qu'à seulement 25 kilomètres de là, quelqu'un était en train de détruire cet amour, petit à petit. Ma sœur avait un double des clés. Elle m'avait dit qu'elle m'aiderait à préparer la chambre de bébé pendant ma convalescence. Elle voulait me faire une surprise. À 15h47, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Le bruit a résonné dans le téléphone de mon mari, qui était au téléphone. Je me souviens avoir demandé d'une voix faible. C'était chez nous. Il est sorti pour vérifier, mais à son retour, il était livide. Il n'a rien dit. Il a simplement allumé la caméra de son téléphone et me l'a tendue. Je suis restée figée, les yeux rivés sur l'écran. La chambre de bébé était saccagée. Le berceau était brisé en 1000 morceaux. Les stickers muraux que j'avais choisis d'une main tremblante à 30 semaines, arrachés, entassés dans des sacs poubelles. La table à langer renversée, les tiroirs vidés comme si quelqu'un avait cherché quelque chose. Des livres de bébé en lambeaux, des couches éparpillées. Un ballon solitaire flottait encore dans un coin, comme une cruelle plaisanterie. Sur le mur, écrit au marqueur noir sur le papier peint pastel, 5 mots. Tu avais besoin de ce réveil brutal. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine s'est affaissée. J'ai essayé de me redresser et j'ai grimacé. Les points de suture tiraient. Mon mari a tendu la main vers moi, mais je ne l'ai même pas senti. C'était ma sœur, ma seule sœur. Elle savait ce que ce bébé signifiait. Elle avait pleuré avec moi lors de mes fausses couches. Elle disait prier pour nous. Alors pourquoi ? Avant que je puisse poser la question, la porte de ma chambre d'hôpital s'est rouverte. Bottes lourdes, uniforme impeccable, décoration sur la poitrine. Mon beau-père, général des marines à la retraite, se tenait sur le seuil. Et lorsqu'il a vu le visage de mon mari, il a vu la vidéo figée sur le chaos. Il n'a pas bronché. Il a juste posé une question. Où est-elle ? Ma sœur était encore à la maison. Elle n'avait aucune idée de sa venue. Elle ne l'a pas entendu entrer. C'est ce qui me hante encore. Pendant que j'étais allongée sur un lit d'hôpital, les points de suture encore douloureux, le cœur déchiré par ce qu'elle avait fait. Ma sœur était chez nous, pieds nus sur le tapis de bébé, sirotant du thé comme si de rien n'était. Elle était au téléphone quand il a ouvert la porte. Pas avec moi, pas d'excuses, pas de rire. Mon beau-père n'a pas crié. Il n'a pas claqué la porte. Il est simplement entré, ses bottes cirées s'enfonçant légèrement dans le désordre qu'elle avait créé. Une couche déchirée, des livres en lambeaux, un mobile tordu comme un nœud coulant. Elle s'est retournée et s'est figée. La tasse lui a glissé des mains et s'est brisée sur le bois. « Monsieur » a-t-elle commencé, comme si cela allait changer quelque chose. Il n'a rien dit, il s'est contenté d'avancer, son uniforme impeccable, chaque métal sur sa poitrine scintillant sous la lumière du couloir. L'homme qui avait commandé des troupes en terre étrangère et qui se trouvait maintenant au milieu des décombres de la première chambre de sa petite fille. « Je pensais, » balbutia-t-elle. « Je pensais que ça l'aiderait. La réveiller. Elle est trop fragile, trop naïve. Elle ne sait pas à quel point la vie avec un bébé est difficile. » Il leva la main. Elle s'interrompit. Puis, de la voix la plus calme que j'ai jamais entendue, il dit « Vous avez détruit le sanctuaire d'un enfant qui n'a même pas une semaine de vie. Ce n'est pas de l'aide. C'est la guerre. » Elle rit nerveusement. « Vous plaisantez. » Mais il ne souriait pas. Du couloir, il sortit son téléphone et mitrailla de photos. Preuve, dégâts. Le message défila sur le mur. « Partez, » dit-il simplement. « Maintenant, avant que j'appelle la police, ou pire, que je vous fasse perdre votre travail. » Son visage se crispa. « Vous ne feriez pas ça. » Il s'approcha. « J'ai rédigé des rapports de terrain plus détaillés que tout votre CV. Un seul coup de fil. » Elle recula. Elle paraissait si petite à cet instant. Pas comme la sœur que je suivais partout. Pas la femme qui avait juré de me protéger. Juste quelqu'un qui avait franchi une limite irréversible. Elle a attrapé son sac et s'est enfuie par la porte d'entrée. Il ne l'a pas suivie. Il est resté planté là, dans cette pièce dévastée,
le mur rose pâle derrière lui, déchiré et taché, et a murmuré « Personne ne touche à ma famille ». À ma sortie de l'hôpital, la maison était propre. Pas par elle, bien sûr. Par mon mari, son père et 2 de ses camarades militaires à la retraite, qui ont traité chaque cadre brisé comme une pièce à conviction. La chambre du bébé n'était plus la même. On a essayé de repeindre, d'accrocher de nouveaux stickers, mais quelque chose avait changé dans l'air, comme si la pièce le savait. J'ai serré ma fille dans mes bras, sur le seuil, et je lui ai promis que ça n'arriverait plus jamais. Je le pensais vraiment. Pendant ce temps, ma sœur s'était tue. Pas d'excuses, pas un mot. Mais j'ai commencé à entendre des rumeurs. Une amie qui travaillait au RH, une voisine qui l'avait vu quitter son appartement en larmes, ma tante qui avait reçu un SMS de groupe énigmatique. Je suppose que c'est moi la méchante maintenant. Tout le monde en fait détonne. Elle jouait la victime. Bien sûr. C'était son point fort. Mais voilà ce à quoi elle ne s'attendait pas. Mon beau-père ne s'est pas contenté de photos. Il a déposé une plainte, documenté chaque dégât, noté les coûts de réparation, recueilli des témoignages, calmement, légalement, avec une organisation impeccable. Je ne l'ai su qu'en trouvant le dossier sur la table de la cuisine, intitulé « Dommages matériels causés par un nourrisson, options civiles et pénales ». Son écriture était soignée, précise. Il n'était pas en colère un seul instant. Il préparait un dossier. « Tu veux que je porte plainte ?» m'a-t-il demandé un matin en versant du café, comme s'il me demandait la météo. J'ai regardé ma fille qui dormait dans son berceau. Je veux qu'elle ressente ce que j'ai ressenti. J'ai dit, pas physiquement, mais émotionnellement, l'impuissance. Il a hoché la tête une fois. Compris. Cette semaine-là, une lettre officielle a été envoyée à son employeur. Pas de ma part, mais d'un avocat. Elle ne contenait aucune accusation, se contentant d'exposer les faits. Elle était entrée dans un domicile sans autorisation et avait causé un préjudice moral et matériel à un nourrisson. Une action civile était envisagée. Et soudain, la faille a commencé à apparaître. Elle a publié des citations vagues en ligne, supprimé des commentaires, activé puis désactivé son compte privé. Puis elle m'a appelé, la voix basse et tendue. « Tu es en train de me gâcher la vie pour des meubles de bébé. » J'ai esquissé un sourire. Non, j'ai dit que c'était toi qui avais fait ça. Et j'ai raccroché. 2 semaines plus tard, les conséquences n'étaient plus le même silence. Son employeur l'a mise en congé, le temps d'une enquête interne. Elle a supprimé son profil LinkedIn. Les discussions familiales ont commencé à se diviser comme des failles. Certains la défendaient, d'autres se demandaient « Pourquoi a-t-elle fait une chose pareille ?» L'histoire avait fuité, non pas à cause de moi, mais à cause des documents, du rapport de police, de la lettre officielle et des photos transmises par d'autres. Et soudain, la vérité a éclaté au grand jour. Et pourtant, elle n'avait toujours pas prononcé un mot. Pas une seule fois. Non, je suis désolée. Non, j'avais tort. Au lieu de ça, elle a envoyé un texto à mon mari. Ton père est allé trop loin. Elle utilise le bébé pour me punir. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'hésiter. À ce moment-là, j'ai cessé de me demander si j'avais été trop dure. Parce qu'il y a une blessure dont on ne se remet pas. Celle où quelqu'un regarde votre nouveau-né et y voit une occasion de vous blesser. Alors, je me suis mise au travail discrètement, mais avec détermination. La société qui gérait la liste de naissance avait les images de vidéosurveillance du jour où elle est entrée et a annulé la moitié des articles que nous avions commandés en magasin. Ma meilleure amie m'a envoyé des captures d'écran de ma sœur qui se vantait, des semaines plus tôt, d'avoir levé le pied. Une autre maman du quartier m'a écrit pour me dire qu'elle avait entendu ma sœur dans un café dire que j'attirais trop l'attention ces derniers temps. Petit à petit, sa jalousie est devenue publique. Pas de cris, pas de chaos, juste la vérité. Et puis sont arrivées les photos de la baby shower. Pas les miennes, les siennes. J'en ai republié une qui datait de 4 ans. Pas de légende, juste l'image d'elle rayonnante près d'une chambre d'enfant immaculée, entourée de cadeaux et d'amour. Les gens ont compris. Et dans les commentaires, quelqu'un a écrit « C'est fou comme une personne si heureuse pour son propre enfant a pu détruire celui de quelqu'un d'autre. » Le message s'est répandu discrètement, naturellement. Elle l'a remarqué. Elle m'a renvoyé un message. Cette fois, une seule phrase. « Tu veux vraiment me détruire ?» Et j'ai répondu « Non, je veux que tu te souviennes de ce que tu as détruit. »
Chaque fois que tu verras un berceau, que tu entendras une berceuse ou que tu passeras devant un rayon bébé, je veux que tu t'en souviennes. On a frappé à la porte juste avant minuit. Je berçais ma fille près de la fenêtre, sa respiration douce et régulière contre ma poitrine, quand j'ai aperçu une silhouette sur le perron. Au début, j'ai cru que c'était un voisin, mais la forme a changé, les bras croisés, arpentant la pièce comme un animal pris au piège. Ma sœur. Je n'ai pas ouvert la porte. Pas tout de suite. Mon mari est descendu, chemise froissée, regard perçant. Tu veux que je m'en occupe? Mais je me suis levée prudemment. J'ai déposé ma fille dans son berceau et j'ai ouvert la porte moi-même. Elle n'a pas attendu d'invitation. Elle est entrée comme si elle était toujours chez elle, comme si elle n'avait pas brisé le calme de cette maison 2 semaines plus tôt. D'accord, a-t-elle dit, tremblante. J'ai fait une erreur. Je sais, mais tu transformes ça en cirque. Il faut que ça cesse. Je la fixai du regard, ses mains tremblantes, ses yeux gonflés, sa fierté mise à mal. Tu n'as pas seulement fait une erreur, dis-je. Tu as profané quelque chose de sacré. Elle rit amèrement. Mon Dieu, tu te prends toujours pour une martyre. C'était un meuble. Une simple chambre. Ma voix perça la sienne. C'était l'espoir. Elle cligna des yeux. C'était la chambre où je passais tous mes soirs à me demander si je pourrais un jour tenir un enfant dans mes bras. C'était la couleur que j'avais choisie après ma 4e fausse couche. C'était le seul endroit de cette maison qui n'était pas empli de chagrin, jusqu'à ce que tu décides de le souiller du tien. Elle se tut à présent, respirant difficilement, des larmes perlant à ses cils. J'ai tout perdu, murmura-t-elle. Mon travail, la moitié de mes amis ne me parlent plus. Tu as perdu l'image qu'ils avaient de toi, dis-je. Celle que tu as créée, pas celle que tu es devenue. Elle fit un pas en avant. Alors c'est fini? Tu en as fini avec moi? J'ai jeté un coup d'œil au berceau. Non, ai-je dit doucement. Mais j'en ai fini de te faire passer pour le centre de mon pardon. Derrière moi, mon mari avait sorti son téléphone. Il a appuyé sur lecture. Une vidéo, la chambre du bébé, le chaos, l'inscription sur le mur, la voix de ma sœur en arrière-plan. Elle doit se réveiller. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as filmé. Mon mari a répondu calmement. Non, c'est toi. On a fait installer des caméras le mois dernier. Tu as oublié. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. Je n'ai rien ajouté. Elle est sortie en silence. Et cette fois, la porte n'a pas claqué. Elle s'est refermée doucement. Enfin. Le silence fut de courte durée. Moins de 48 heures plus tard, sa voix résonnait à nouveau, mais pas chez moi. Cette fois, elle résonnait en ligne. Une vidéo d'excuses partielles publiée dans sa story privée. Terry, lumière tamisée, pull court, filtre doux. J'ai fait des erreurs, mais j'ai aussi traversé tellement d'épreuves. J'aimerais que les gens connaissent toute l'histoire. Elle ne m'a pas nommé directement, mais la légende en disait long. Certaines blessures sont réciproques. Le pardon est pour les forts. Elle réécrivait le récit, essayant de transformer la destruction en malentendu, de faire de la chambre d'enfant une métaphore, de se faire passer pour la victime. Mais cette fois, je n'ai pas répondu par le silence. J'ai répondu clairement. Une seule publication, un carrousel, la photo d'avant, notre chambre baignée d'une douce lumière jaune, le berceau monté, là. Bibliothèque remplie, une banderole avec son nom au mur. L'après. Des échardes, le chaos, des traits de feutre noir tracés comme une cicatrice. L'image finale. La petite main de ma fille dans la mienne. Pas de légende, pas d'étiquette. Juste 3 dates. Construit le 12 juin. Détruit le 4 août. Reconstruit. Pas par elle. En quelques heures, la section des commentaires a explosé. Les gens se souvenaient. Les gens étaient touchés. Les gens comparaient les dates. Les gens posaient des questions. Elle a désactivé les commentaires. Puis elle a supprimé la vidéo. Puis elle a disparu. Mais voilà. Je ne cherchais pas à me venger. Je voulais préserver la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est dite simplement, n'a pas besoin d'être mise en avant. Elle parle d'elle-même. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une main familière.
À l'intérieur, un paragraphe, 9 phrases. Pas une seule ne disait « Je suis désolé ». Non, il y avait « J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ». J'ai plié la lettre une fois, puis une deuxième, avant de la glisser dans la déchiqueteuse, car la compréhension ne guérit pas ce qu'on refuse de nommer. Et le pardon ne peut naître là où la pourriture persiste. Ce soir-là, j'ai bercé ma fille dans sa chambre enfin terminée, celle que nous avions reconstruite ensemble, de mains aimantes. Et tandis que je la berçais, j'ai compris quelque chose. Ma sœur n'avait jamais détruit la chambre. Elle avait simplement révélé ce qui n'y avait jamais eu sa place. L'automne est arrivé. La chambre sentait la lotion pour bébé et le bois neuf. Les murs étaient fraîchement peints, vert sauge cette fois, et chaque centimètre carré semblait mérité. Plus d'appels, plus de mots, juste un silence pesant jusqu'à ce que je reçoive un message de son ex. Oui, l'ex de ma sœur. Celui dont elle ne parlait jamais. Il avait vu l'histoire en ligne. Il disait ne pas être surpris. Il disait qu'elle avait l'habitude de faire ce genre de choses. De petits actes de destruction toujours déguisés en confidence. Mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle ne te hait pas. Elle t'envie. C'est pour ça qu'elle a essayé de détruire ce que tu as construit. Je suis resté figé devant le message, incapable de le déchiffrer. Ni blessé, ni même en colère. Juste une confirmation. Ce week-end-là, j'ai donné les derniers cadeaux de la baby shower qu'elle avait touchés, ceux qu'elle m'avait offerts avant de basculer. Je les ai donnés à un refuge pour femmes, à de jeunes mamans, des femmes qui savaient ce que c'était que de tout reconstruire. Et j'ai glissé un mot dans un des cartons. Pour quelqu'un qui mérite un nouveau départ, le coup de grâce n'a pas été explosif. Il n'avait pas besoin de l'être. C'est l'absence qui a tout déclenché. Le fait qu'elle n'ait pas été invitée au baptême de ma fille. Le fait que son nom n'ait jamais été mentionné dans les discours. Le fait que, lorsqu'on nous demandait qui avait contribué à élever cet enfant, nous répondions avec des photos et qu'aucune ne la montrait. Elle a essayé de m'envoyer un dernier message. Une photo d'il y a des années, nous deux, petites, en robe assortie. Pas de message, juste de la nostalgie. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement archivé. Parce que certains souvenirs ne sont pas des blessures, mais des avertissements. Plus tard dans la soirée, j'ai regardé mon mari bercer notre fille sous les guirlandes lumineuses dans notre jardin. Mon beau-père faisait tranquillement griller des grillades dans un coin, son tablier par-dessus son pantalon d'uniforme. Des amis riaient en mangeant le dessert. Et moi, elle ne me manquait pas même un peu. Une scène digne d'une carte postale. Une paisible soirée dans le jardin. Les guirlandes lumineuses qui scintillent. Mon mari qui tient le bébé. La narratrice qui observe avec un sourire discret, tandis qu'une vieille photo de 2 petites filles en robe assortie reste pliée sur une table voisine, intacte. Le premier anniversaire est arrivé vite. Je tenais ma fille dans mes bras tandis que la bougie vacillait sur son petit gâteau. Une flamme, 1 an, une éternité avant le jour où ma sœur a tout détruit. La pièce était emplie de douceur, de lumière chaude, de rire, de gazouillis de bébé, sans marqueur noir, sans berceau cassé, seulement des personnes qui avaient mérité d'être là. Mon beau-père, en uniforme, se tenait près de la cuisine, non par obligation, mais par envie. Il apportait un toast avec du cidre pétillant, levé son verre et évoqué les débuts que personne ne peut voler. Nous avons tous applaudi, sauf moi. Je fixais la porte, insensible. Elle n'était pas là. Pas de message, pas d'apparition surprise, pas d'excuse finale. Et c'était cela la justice, non pas la vengeance, ni le chaos, mais son absence. Elle s'était effacée de l'histoire, et j'avais cessé de la réintégrer. Le bébé a dormi cette nuit-là, enveloppé dans une couverture faite main par un vieil ami de mon mari, un marine qui avait fait 4 heures de route pour la lui apporter en personne. Sur l'étiquette, un mot disait « plus forte parce qu'elle le mérite ». Plus tard, je me suis assise seule près de la fenêtre, le clair de lune inondant le sol de la chambre d'enfant. J'ai ouvert une petite boîte, celle qui contenait les vestiges de cette première chambre dévastée. Un morceau de papier peint, un coin du vieux mobile. Je pensais ressentir quelque chose. Rien. Juste la paix. Juste le silence. Celui qu'on mérite. Car au final, elle ne m'a pas détruite. Elle s'est révélée, et je l'ai laissée partir. Alors maintenant, quand je raconterai à ma fille des histoires de force, je ne parlerai pas de vengeance.
Je parlerai de reconstruction. Je lui dirai que l'amour ne rugit pas toujours. Parfois, il refuse simplement d'avancer. Et je lui rappellerai une chose, que le jour où quelqu'un a tenté de briser son histoire avant même qu'elle ne commence, sa famille est restée là, tandis que la destructrice s'en allait.